Le petit Lord Fauntleroy, chapitre 1, la suite. Le changement entre sa nouvelle existence et celle qu'il avait menée en Angleterre était considérable. Mais il était jeune, heureux et nourrissait l'espoir d'arriver plus tard, par son travail, à une situation meilleure. Le jeune ménage habitait une toute petite maison, dans une rue tranquille, et c'est là que le petit garçon vint au monde. L'intérieur des Hérolles était si gai, si plaisant, dans sa simplicité, que jamais le capitaine n'eut l'ombre d'un regret d'avoir épousé la jolie et charmante demoiselle de compagnie. Charmante, elle l'était vraiment, et leur petit garçon tenait à la fois de son père et de sa mère. Bien qu'il fût né dans un foyer simple et modeste, on eût dit le bébé le plus favorisé de l'univers. En premier lieu, il se portait toujours à merveille. Ensuite, il avait un caractère si doux et de si gentilles manières qu'il charmait tout le monde. Son visage enfin était si agréable que c'était un plaisir de le regarder. Au lieu de venir au monde avec une tête chauve, comme la plupart des nouveau-nés, il avait débuté dans la vie avec une quantité de cheveux dorés, soyeux et frisés, qui formèrent bientôt de véritables boucles. Il avait de grands yeux bruns, aux longs cils, et il était si robuste qu'à 9 mois, il commençait à se tenir sur ses jambes. Il semblait se rendre compte de la sympathie qu'il inspirait, et considérait tous ceux qu'il voyait comme des amis. Si quelqu'un lui parlait dans la rue, quand on le promenait dans sa petite voiture, il commençait par poser le regard grave et doux de ses yeux bruns sur l'étranger, puis lui adresser un joli sourire amical. Aussi, dans le quartier tranquille, habité par les Hérolles, il n'y avait pas une seule personne, y compris l'épicier du coin dont le caractère bougon était notoire, qui ne prit plaisir à le voir et à lui faire des amitiés. Et à mesure qu'il grandissait, il devenait plus joli et plus attrayant. Quand il fut assez grand pour marcher à côté de sa bonne en tirant derrière lui un petit chariot, il se tenait si droit, il était si frais et si rose qu'il attirait l'attention de tous. Au retour, la bonne venait raconter à Madame Hérole que des dames avaient fait arrêter leur voiture pour parler au bébé et qu'elles avaient été ravies de la gentillesse avec laquelle il leur avait répondu, comme s'il les avait toujours connues. Cette façon amicale et joyeuse d'accueillir les avances qu'on lui faisait était son plus grand charme. Ces dispositions aimables venaient de ce qu'il avait une nature très confiante et un bon petit cœur, facile à toucher et désireux de faire plaisir à tout le monde. Cela le rendait très prompt à deviner les sentiments de ceux qui l'entouraient. Peut-être en était-il ainsi parce que Cédric n'avait vécu que dans la société de son père et de sa mère, dont les manières étaient toujours empreintes d'amabilité et de courtoisie. Il n'avait jamais entendu prononcer une parole dure ou malsonnante. Il avait toujours été aimé, caressé, traité avec tendresse. Aussi son âme enfantine était-elle remplie d'affectueuses dispositions. Il avait toujours entendu donner à sa maman de jolis noms tendres, dont il se servait lui-même en lui parlant. Il avait toujours vu son papa veiller sur sa maman et l'entourer de sollicitude, et il avait appris à être lui-même aux petits soins pour elle. Aussi, quand il comprit que son papa ne reviendrait plus, et qu'il vit la tristesse dans laquelle sa maman était plongée, l'idée qu'il devait faire tout en son pouvoir pour la consoler s'empara peu à peu de son cœur affectueux. Il n'était encore qu'un petit enfant, mais cette pensée lui venait à l'esprit chaque fois qu'il grimpait sur les genoux de sa mère, et qu'il l'embrassait en pressant contre elle sa tête bouclée, quand il lui apportait ses joujoux et ses livres d'images, pour les lui montrer, ou quand il se blottissait sur le divan où elle était étendue. Il n'était pas assez grand pour imaginer autre chose, mais il faisait ce qu'il pouvait et réussissait à la réconforter bien plus qu'il ne pouvait s'en rendre compte. « Oh Marie !» l'entendait-il dire un jour à leur vieille bonne. « Je suis sûre qu'à sa façon naïve, ce petit essaie de me consoler. Il me regarde parfois avec des yeux tendres et préoccupés, comme s'il se faisait du souci pour moi. Puis il vient me câliner ou me montrer quelque chose afin de me distraire. C'est un vrai petit homme, et je crois qu'il comprend bien des choses. » Cédric tenait si bien compagnie à sa mère qu'elle n'en souhaitait point d'autre. Tous deux avaient coutume de se promener, de causer, de jouer ensemble. Et il apprit à lire très jeune, et dès lors il passa ses soirées, étendu sur le tapis devant la cheminée, à lire tout haut, tantôt des histoires d'enfants, tantôt de gros livres, de grandes personnes, et parfois même le journal. De sa cuisine, Marie entendait souvent Madame Hérole rire de tout son cœur, des réflexions inattendues qu'il faisait sur ses lectures. « Ma parole !» déclarait Marie à l'épicier. « Il y a de quoi rire de ces drôles de petites manières et de ces façons de causer comme les grandes personnes.
Le soir de l'élection du président, voilà-t-il pas qu'il vient me trouver dans la cuisine, se plante devant le fourneau, les mains dans les poches, sérieux comme un juge. « Marie, qu'il me dit, qu'est-ce que vous pensez de l'élection ? Moi, je suis républicain. Et chérie aussi. Et vous, Marie ?» Tous mes regrets que je lui réponds. Mais moi, je suis démocrate à tout grain. Alors il se lève les yeux avec un regard à vous fendre le cœur. « Oh Marie, qu'il me dit, ne voyez-vous pas que le pays court à la ruine ?» Et depuis, il ne se passe pas de jour qu'il ne vienne dans la cuisine discuter politique avec moi pour tâcher de me faire changer d'opinion. Marie était au service de Madame Hérole depuis la naissance de Cédric. Et depuis la mort du père, elle réunissait les fonctions de cuisinière, de femme de chambre et de bonne d'enfant. Elle était fière de ce petit garçon, si gracieux et si robuste, fière de ses jolies manières et aussi de sa chevelure dorée qui retombait en boucle sur ses épaules. Elle était toujours prête à se lever tôt et à se coucher tard pour aider Madame Hérole à confectionner les vêtements de l'enfant et les entretenir en bon état. « On croirait un petit prince », avait-elle coutume de dire. « Ma foi, je voudrais qu'on me montre un petit monsieur de la 5e avenue qui est aussi bon air et aussi belle coup de tournure. Du reste, tout le monde le regarde quand il porte le petit costume de velours noir, taillé dans une vieille robe de madame, et qu'il se promène la tête bien droite, avec ses belles boucles dorées qui brillent au soleil. Il a tout à fait l'air d'un petit lord. » Cédric ne savait pas qu'il avait l'air d'un lord. Il ne savait pas ce qu'est un lord. Son meilleur ami était l'épicier du coin, l'épicier Revêche, qui, avec lui, ne se montrait jamais revêche. Cet épicier s'appelait Monsieur Hobbs. Et Cédric avait pour lui autant d'admiration que de respect. Il croyait que M. Hobbs était un personnage puissant et très riche, puisqu'il avait tant de choses dans son magasin. Des pruneaux, des figues, des oranges et des biscuits, et qu'il possédait un cheval et une voiture de livraison. Cédric aimait bien le laitier et la marchande de pommes, mais leur préférait M. Hobbs. Et il était avec lui dans des termes si intimes qu'il allait le voir chaque jour et restait souvent un bon moment à discuter des sujets les plus variés. C'était étonnant tout ce qu'il pouvait trouver à se dire, sur le 4 juillet par exemple. Quand ils abordaient le sujet du 4 juillet, la conversation n'en finissait plus. Monsieur Hobbs tenait les Anglais en piètre estime, et il racontait à Cédric toute l'histoire de la Révolution, en l'agrémentant de beaux récits patriotiques où la scélératesse de l'ennemi faisait encore ressentir l'intrépidité des troupes révolutionnaires. Il allait même jusqu'à lui réciter par cœur des passages entiers de la Déclaration d'indépendance. Cédric l'écoutait, transporté, les yeux brillants, les joues en feu et les chevelures ébouriffées. Quand il revenait à la maison, il avait hâte de voir arriver l'heure du dîner pour tout raconter à sa maman. Ce fut probablement M. Hobbs qui lui donna le premier le goût de la politique. M. Hobbs se passionnait à la lecture des journaux, et par lui, Cédric était mis au courant de tout ce qui se passait à Washington. M. Hobbs lui disait si le président faisait ou non son devoir. L'élection présidentielle mit Cédric dans un état de grande excitation. Si M. Hobbs et lui n'avaient pas été là, on peut se demander comment cela se serait passé. M. Hobbs emmena le soir voir une retraite au flambeau, et les porteurs de torches purent remarquer un gros homme posté contre un réverbère avec un beau petit garçon perché sur ses épaules et qui lançait des hurrahs en agitant très haut sa casquette. C'est peu de temps après l'élection, Cédric avait alors entre 8 et 9 ans, que se produisit l'étonnant événement qui devait apporter dans son existence un changement si complet. Chose curieuse, ce même jour, Cédric s'était entretenu avec M. Hobbs de l'Angleterre et de la reine, et M. Hobbs avait émis quelques opinions sévères sur l'aristocratie anglaise, manifestant une indignation particulière contre les comtes et les marquis. La matinée avait été très chaude, et Cédric, après avoir joué aux soldats avec quelques camarades, était venu se reposer dans le magasin. Il avait trouvé M. Hobbs en train de regarder d'un air farouche un numéro des Nouvelles illustrées de Londres représentant une cérémonie à la cour d'Angleterre. « Oh !» dit l'épicier. « C'est comme ça que ça se passe là-bas. Mais patience, un de ces jours, ils en auront assez. Et ceux qui ont été piétinés par tous ces aristocrates se redresseront et enverront promener les comtes, les marquis et tout le Bataclan. Ça viendra,
Ils peuvent y compter. Cédric s'était penché comme d'habitude sur le grand tabouret, le chapeau en arrière, et avait enfoncé ses mains dans ses poches pour faire comme M. Hobbes. « Est-ce que vous connaissez beaucoup de marquis ou de comtes ?» demanda Cédric. « Ah non !» s'exclama M. Hobbes avec indignation. « Sûr que non. Il ferait beau voir qu'un de ces tyrans vienne fourrer son nez ici. Grand merci. Vous ne pensez tout de même pas que je les laisserai s'asseoir sur ces boîtes à biscuits ?» M. Hobbes était si fier de cette déclaration qu'il promena autour de lui un regard superbe et s'épongea le front. « Peut-être ne serait-il pas comte s'il pouvait faire autrement ?» dit Cédric, éprouvant une vague sympathie pour une si fâcheuse condition. « Eux, par exemple, riposta M. Hobbes. Mais ils en sont fiers, ils ont ça dans le sang. Ah, ce sont de tristes individus. » C'est au beau milieu de cette conversation que Marie fit son apparition. Cédric pensa qu'elle venait sans doute acheter du sucre, mais ce n'était pas cela. Marie était pâle et avait l'air agité. « Venez, mon trésor, dit-elle. La maîtresse vous demande. » Cédric se laissa glisser de son haut tabouret. « Est-ce que chérie veut que j'aille me promener avec elle, Marie ?» demanda-t-il. « Au revoir, monsieur Hobbes. À bientôt. » Cédric s'étonna de voir que Marie le regardait sans parler, avec des yeux ronds et en branlant la tête. « Qu'avez-vous, Marie ?» dit-il. « C'est la chaleur qui vous incommode ?»« Non, dit-elle, mais il en arrive de drôles chez nous. »« Est-ce que le soleil a donné la migraine à chérie ?» demanda Cédric avec inquiétude. Mais non, ce n'était pas cela. En arrivant près de chez lui, Cédric vit une voiture arrêtée devant la porte. Et dans le petit salon, il y avait quelqu'un qui s'entretenait avec sa maman. Marie l'entraîna précipitamment au premier étage, lui fit mettre son joli costume d'été en flanelle, crème avec une ceinture rouge, et brossa ses mèches bouclées. « Des lords, en vérité, » l'entendait-il marmonner, « et de la noblesse, et de la haute société. Quelle affaire, mon Dieu, quelle affaire !» Cédric était très intrigué, mais il était sûr que sa maman lui expliquerait ce que signifiait toute cette émotion. Aussi laissa-t-il Marie se lamenter sans la presser de questions. Quand il fut prêt, il descendit l'escalier en courant et entra dans le petit salon. Un monsieur âgé, grand et maigre, au visage en lame de couteau, était assis dans un fauteuil. Sa mère était debout, toute pâle, et il aperçut des larmes dans ses yeux. « Oh, c'est dit !» s'écria-t-elle, en courant vers son petit garçon qu'elle embrassa avec émotion. « Oh, c'est dit, mon chéri !» Le vieux monsieur se leva de son siège et posa sur Cédric son regard pénétrant. Il considéra un moment le petit garçon en caressant doucement de sa main sèche son menton pointu. Cet examen parut le satisfaire. « Ainsi, dit-il lentement, voilà donc le petit Lord Fauntleroy.